Une femme dit adieu à son salon vide. Âgée de 38 ans, infirmière, elle vient de rendre les clés de l'appartement où elle vit depuis 10 ans dans le quartier de Grassa, à Lisbonne. Son salaire n'a pas changé depuis 2018, mais le loyer a presque doublé. Ce qui coûtait 700 euros auparavant est aujourd'hui autour de 1300 euros. De l'autre côté de la rue, un touriste traîne sa valise vers un Airbnb avec vue sur le Tage. La nuit coûte 180 euros. La maison appartenait à une famille portugaise jusqu'à sa vente à un fonds luxembourgeois. Aujourd'hui, c'est un investissement immobilier avec un QR code sur la porte. Cette scène ne fait pas exception. C'est un instantané contemporain de ce qui se passe à Lisbonne, Porto et Faro. La transformation ne se fait pas en silence. Elle s'entend dans les roulettes des valises, dans les langues qui résonnent dans les rues, dans les panneaux location courte durée, dans les regards vides des résidents qui ne sont plus résidents. Les villes portugaises changent de main, de langue et de vocation. Elles ne sont plus conçues pour ceux qui les habitent, mais pour ceux qui les visitent ou y achètent. Le Portugal a cessé d'être un pays où il fait bon vivre pour devenir un produit de consommation. Les quartiers se transforment en vitrines, les logements en actifs financiers, et les citoyens en fardeaux superflus. Comment le Portugal en est-il arrivé là? Comment un pays aux revenus parmi les plus faibles d'Europe est-il devenu l'un des plus chers à vivre? Et pourquoi tant de Portugais se sentent-ils expulsés de leur propre pays? La réponse ne réside pas dans un seul coupable. Il s'agit d'un processus lent, structurel et systématique. Il a des racines profondes et des complices silencieux. Pour le comprendre, il faut nous remonter quelques décennies en arrière, à la blessure laissée par la décolonisation, la crise industrielle et la promesse non tenue de l'Europe. Après la révolution des œillets en 1974, le Portugal a closé un chapitre de près de 5 siècles d'empire colonial. L'indépendance de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau et d'autres possessions portugaises a entraîné le retour de centaines de milliers de Portugais, les rapatriés, et la nécessité de redéfinir un modèle économique national qui, pendant des décennies, avait dépendu des ressources étrangères. Ce fut une transition brutale et chaotique, marquée par l'improvisation. Au lieu de bâtir une économie diversifiée et productive, le Portugal s'est concentré sur les services et a accéléré son intégration au marché européen. Depuis les années 1980, des réformes ont été promues pour moderniser les infrastructures, mais l'industrie a été démantelée, l'agriculture est devenue précaire et l'État s'est endetté pour soutenir la croissance. Avec l'introduction de l'euro en 1999, le pays a perdu sa capacité à dévaluer sa monnaie et à soutenir la concurrence à l'exportation. Résultat, une économie de plus en plus dépendante du tourisme, de la construction et des capitaux étrangers. Pendant plus de 2 décennies, les salaires ont été maintenus artificiellement bas pour attirer les investissements étrangers. Aujourd'hui, le salaire minimum est d'environ 820 euros par mois, et le salaire moyen dépasse à peine 1300 euros. Pendant ce temps, le prix moyen d'une maison à Lisbonne dépasse les 500 000 euros, soit plus que dans de nombreuses villes allemandes. L'écart entre les revenus et le coût de la vie est devenu intenable. Cette faiblesse structurelle a fait du Portugal une destination attractive, mais pas pour ses citoyens. Pour les nomades numériques, les retraités d'Europe du Nord et les fonds d'investissement, oui. Pour les jeunes Portugais qui étudient, travaillent et ne peuvent quitter leur pays qu'à partir de la trentaine, non. Ainsi, petit à petit, le décor était planté pour la tempête qui allait suivre. L'essor du tourisme de masse, les visas dorés et la colonisation urbaine par les capitaux étrangers. En 2010, le Portugal était enlisé dans la récession. Le chômage dépassait les 12%, l'État était au bord de la faillite et l'Union européenne imposait des coupes budgétaires drastiques comme condition au sauvetage. Dans ce contexte, le tourisme est apparu comme une bouée de sauvetage. Lisbonne et Porto ont commencé à être présentés comme des joyaux cachés de l'Europe. Climat agréable, gastronomie, histoire, sécurité et prix bas. En quelques années seulement, les flux touristiques ont explosé. Passer de 7 à 30 millions de visiteurs annuels semblait un miracle. Mais ce miracle avait ses limites. Les centres historiques ont commencé à se vider de leurs habitants. Des milliers d'appartements ont été retirés du marché locatif traditionnel pour être transformés en hébergements touristiques. Des plateformes comme Airbnb et Booking.com ont encouragé la transformation de quartiers entiers en zones de transit, avec des retours sur investissement impossibles à égaler pour un locataire local. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À Lisbonne, plus de 65% des hébergements touristiques sont gérés par des sociétés qui contrôlent plusieurs propriétés. Ce qui était au départ une économie collaborative a tourné à la spéculation massive. Les immeubles ont cessé d'être des logements pour devenir des portefeuilles d'investissement. Les familles vivant à Alfama, Mouraria ou Ribeira ont été progressivement déplacées vers la périphérie. Ceux qui ont résisté ont vu leur loyer tripler,
leurs supermarchés traditionnels fermés pour laisser place à une boutique de souvenirs et leurs voisins remplacés par des valises. Le tourisme, loin d'être un simple phénomène économique, a transformé le tissu urbain et social du pays. Les villes ont cessé de remplir leurs fonctions, fournir des logements, des emplois et une communauté. Elles sont devenues des produits de consommation rapide. Et ce qui semblait être une croissance était en réalité une bulle avec une date d'expiration. De plus en plus dépendant des touristes, le pays est devenu plus vulnérable aux changements extérieurs, mais aussi plus hostile à sa propre population. En 2012, alors que le Portugal mettait en œuvre les mesures d'austérité imposées par la Troïka, le gouvernement a lancé un programme pour attirer les investissements étrangers. Le Visa d'or. Le principe était simple. Tout non-européen investissant au moins 500 000 euros dans l'immobilier ou d'autres actifs pouvait obtenir la résidence légale dans le pays, avec la possibilité d'obtenir la citoyenneté à moyen terme. Cette mesure était présentée comme un moyen de revitaliser le secteur immobilier, de créer des emplois et de stimuler l'économie. Ce qui s'est passé a été tout autre. Des millionnaires de Chine, de Russie, du Brésil et des pays du Golfe ont commencé à acheter des biens immobiliers en masse, non pas pour y vivre, mais comme actifs spéculatifs. Lisbonne et Porto étaient alors les principales cibles. En quelques années, les prix ont flambé. Dans de nombreux quartiers, des appartements ont été vendus à des investisseurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans le pays. Des logements vides, chers, inoccupés, mais légalement rentables. Entre 2012 et 2023, plus de 12 000 visas dorés ont été accordés, générant plus de 7 milliards d'euros d'investissement. Mais seule une fraction de ce capital a été utilisée pour créer des emplois ou améliorer les infrastructures. La majeure partie a été investie dans l'immobilier de luxe. Et tandis que cet argent affluait, les familles portugaises ont été évincées du marché. Les prix ne reflétaient pas plus le pouvoir d'achat national et ont commencé à suivre la logique du capital mondial. De plus, le programme a suscité des soupçons de blanchiment d'argent, de corruption et de manque de contrôle. Bruxelles a appelé à sa suppression. La société civile a protesté, mais le mal était fait. L'accès au logement est devenu un privilège et non un droit. Et le Portugal, l'un des pays les plus inégalitaires d'Europe, a consolidé une fracture sociale où la nationalité et le niveau de revenu définissaient non seulement l'avenir, mais aussi le droit à la vie. Pendant des décennies, l'État portugais a détenu des secteurs clés: l'énergie, l'eau, la banque et les transports. Mais avec l'entrée dans la communauté économique européenne et la pression subséquente du FMI, un processus de privatisation progressif a commencé. Des actifs publics, des entreprises stratégiques et même des services de base ont été vendus, sous promesse d'efficacité et de modernisation. Ce qui n'était pas dit à l'époque, c'est que ces ventes priveraient le pays de tout moyen de contrôler sa propre économie. Aujourd'hui, de nombreuses infrastructures et services clés du pays sont aux mains d'étrangers. L'entreprise énergétique EEDP a été rachetée par une entreprise publique chinoise. RIN, réseau qui gère le réseau électrique, est contrôlé par des capitaux chinois et omanais. BPI appartient à CaixaBank. Les hôpitaux publics bénéficient de concessions privées. Et dans le secteur immobilier, des noms comme Blackstone, Vanguard, Cerberus et Lone Star apparaissent comme propriétaires de milliers de logements, de centres commerciaux et d'immeubles entiers. Ces entreprises sont anonymes. Elles opèrent depuis des bureaux à Londres, New York ou Luxembourg. Elles achètent d'un moment des immeubles entiers à prix cassés, souvent en temps de crise, les rénovent, spéculent, augmentent leurs prix et les vendent ou les louent à des prix inabordables pour la population locale. C'est un modèle impersonnel, opaque et totalement légal. Le problème est que lorsque la propriété est concentrée entre les mains de ces fonds, l'État perd sa capacité d'intervention sur le marché. Il en résulte une ville contrôlée de l'extérieur. Le Portugal est passé d'un pays de propriétaires à un pays de locataires internationaux. Il n'y a pas de dialogue avec le propriétaire. C'est un algorithme. Il n'y a pas d'empathie, seulement de la rentabilité. Les décisions qui affectent la vie de milliers de familles sont prises dans des bureaux distants, avec pour seul critère des feuilles de calcul Excel. Et chaque fois qu'une famille est expulsée pour non-paiement, le propriétaire n'a pas de nom. On appelle cela un fonds. Dans de nombreux quartiers de Lisbonne et de Porto, trouver un appartement à moins de 1500 euros par mois est devenu une tâche impossible. Louer un 2 pièces à 2000 euros est désormais la norme dans des quartiers autrefois modestes comme Arroios, Campo de Ourique ou Cedofeite. Mais si le salaire moyen au Portugal atteint à peine 1300 euros, qui paie ces prix? La réponse réside dans le profil des nouveaux résidents: nomades numériques, travailleurs du secteur technologique, originaires d'Europe du Nord, retraités français ou suédois bénéficiant de pensions 5 fois supérieures à celles des résidents locaux. Des personnes qui arrivent avec des revenus et en devise forte et peuvent payer plus cher. De plus, nombre d'entre eux bénéficient d'avantages fiscaux dans le cadre du régime des résidents non habituels,
ce qui en fait des acheteurs ou des locataires très compétitifs par rapport aux Portugais moyens. Le problème n'est pas la diversité ni l'arrivée d'étrangers, c'est l'asymétrie. Un jeune diplômé portugais ne peut pas rivaliser avec un programmeur allemand travaillant à distance depuis Lisbonne et gagnant 4 000 euros. Et sans politique de régulation des prix ni de garantie de logement abordable, le marché finit par se transformer en une véritable enchère où seuls les étrangers y gagnent. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Cela crée un paradoxe brutal. On construit plus de logements que jamais, mais moins de personnes peuvent se permettre d'y vivre. Et ce n'est pas seulement le centre-ville. La pression s'est déplacée vers la périphérie. Amadora, l'Ours, Villanova de Gaia. Là aussi, les prix augmentent et ceux qui vivaient déjà en périphérie sont repoussés encore plus loin, brisant les réseaux familiaux, augmentant les temps de trajet et dégradant la qualité de vie. Parallèlement, beaucoup de ceux qui paient 2 000 € par mois ne vivent même pas au Portugal à temps plein. Ils viennent 3 mois par an. Le reste du temps, l'appartement reste vide ou est loué sur Airbnb. Le logement se transforme en marchandise. L'ancrage disparaît. Et ce qui devrait être une ville vivante devient un modèle brillant mais creux. Les statistiques sont anonymes, mais elles racontent des histoires. Et au Portugal, elles racontent l'histoire d'une expulsion silencieuse. Selon les données de l'Institut national de la statistique, NE, plus de 36% des ménages locataires de Lisbonne consacrent plus de 40% de leurs revenus au loyer. Il s'agit d'un seuil critique. La Banque du Portugal considère qu'au-delà de ce pourcentage, une famille entre en situation de vulnérabilité. À l'échelle nationale, la moyenne n'est guère meilleure. Au cours des 10 dernières années, les prix de l'immobilier ont doublé, tandis que les salaires ont à peine augmenté de 20%. Cet écart a perturbé l'équilibre entre revenus et besoins fondamentaux. Aujourd'hui, un jeune diplômé de l'enseignement supérieur peut à peine se permettre une chambre en colocation. Les familles de la classe moyenne, qui avaient auparavant accès à la propriété, doivent désormais se contenter de locations instables et précaires. Le phénomène touche tous les âges. En moyenne, les jeunes ne quittent pas leur domicile avant 30 ans. Les retraités, qui perçoivent des pensions minimales comprises entre 250 et 500 euros, sont expulsés des quartiers où ils ont vécu toute leur vie. Familles monoparentales, migrants et fonctionnaires, infirmières, enseignants, policiers, ne peuvent tout simplement pas vivre à proximité de leur lieu de travail. Ils doivent donc parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour, ce qui engendre des dépenses et du temps qui aggravent leur précarité. Ce déracinement est également territorial. Dans les petites villes comme Setúbal, Braga et Évora, le même schéma se reproduit. L'arrivée d'investissements touristiques, la rénovation de bâtiments pour les visiteurs, la forte hausse des prix et l'expulsion des habitants. Même dans les villages de l'intérieur, des maisons sont proposées aux étrangers, comme des refuges authentiques et bons marchés, tandis que les habitants voient leur ville se transformer en décoration saisonnière. Il ne s'agit pas seulement d'une crise du logement, c'est une crise d'appartenance. Les Portugais perdent le droit de vivre là où ils sont nés, d'élever leurs enfants dans leur quartier, de vieillir au sein de leur communauté. Le pays ne se vide pas, mais se fragmente. Et ce qui se brise, ce n'est pas seulement le tissu urbain, mais le lien affectif entre les habitants et leur territoire. Le 30 septembre 2023, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Lisbonne, Porto, Coimbrabas et Faro, sous un slogan clair: une maison pour vivre, pas pour investir. Ce fut l'une des plus grandes manifestations pour le droit au logement de l'histoire récente du pays. La colère venait d'en bas, des jeunes qui ne trouvaient pas de logement, des parents qui regardaient avant leurs enfants émigrer, des personnes âgées qui craignaient de recevoir un avis d'expulsion suite à une subrogation contractuelle. La manifestation n'était pas dirigée contre le tourisme en soi. Elle était contre un système qui le privilégie au détriment du droit à la vie. Contre des gouvernements qui, pendant des années, ont ignoré les signaux d'alarme. Contre la spéculation, l'abandon du logement social et l'absence de réglementation. C'était un cri transversal. On y retrouvait les précaires, les militants, les résidents de longue date et même des retraités étrangers qui, honteux, reconnaissaient être involontairement partie prenante du problème. Mais c'était aussi une manifestation chargée d'une tension latente. De nombreux manifestants ont pointé du doigt les nomades numériques, les investisseurs étrangers et les touristes de passage. Un discours conflictuel a commencé à se développer. Nous contre eux. Le ressentiment grandit à mesure que les prix augmentent. On voit des balcons avec des pancartes indiquant «Ceci n'est pas un Airbnb» et des commerces qui préfèrent parler anglais plutôt que portugais. Il ne s'agit pas de xénophobie, mais d'une lassitude face à l'invisibilité des citoyens locaux. Et au milieu de cette explosion, un clivage générationnel se dessine. Les jeunes reprochent à leurs parents de ne pas avoir protégé le parc immobilier et d'avoir voté pour des partis qui ont vendu le pays au compte-gouttes,
les plus âgés accusant les jeunes de se plaindre sans construire. Ce pays commence à se remettre en question. Un pays qui, pour la première fois depuis des années, réalise que le modèle de croissance est peut-être en train de détruire ce qu'il était censé sauver. Ce qui se passe au Portugal n'est pas nouveau, mais cette fois, l'indignation n'a pas disparu. Elle prend des formes politiques, médiatiques et culturelles. Et sans changement structurel, l'agitation ne fera que s'intensifier. Car lorsque le logement cesse d'être un droit, la stabilité démocratique commence à vaciller. L'effondrement du marché immobilier au Portugal n'est pas un phénomène spontané, ni une catastrophe naturelle. Il est le résultat de décisions politiques, et de nombreuses non-décisions, accumulées au fil des ans. Les gouvernements de tous bords ont activement promu le tourisme, les visas dorés et les investissements étrangers dans le secteur immobilier, sans fixer de limites ni anticiper leurs conséquences. Au lieu de réguler le marché, l'État l'a alimenté. Pendant plus d'une décennie, aucune réglementation efficace n'a limité la prolifération des hébergements touristiques. Airbnb et les plateformes similaires ont opéré en toute liberté. À Lisbonne, certains immeubles sont entièrement destinés à la location courte durée. Parallèlement, le parc de logements sociaux représente à peine 2% du total national, bien en dessous de la moyenne européenne. Et les programmes de location abordables n'ont eu aucun impact réel. Le problème ne réside pas seulement dans le manque d'investissement dans le logement social. C'est aussi dans le manque de volonté politique de s'attaquer aux intérêts immobiliers. Lorsque des restrictions sur le tourisme ou des visas dorés ont été proposés, les associations de propriétaires ont exercé des pressions. Lorsque la réglementation des prix des loyers a été proposée, d'importants fonds ont menacé de se retirer. Et à maintes reprises, les gouvernements ont cédé. La crainte de dissuader les investissements a pris le pas sur la nécessité de protéger les citoyens. De plus, la fiscalité a exacerbé le problème. Pendant des années, les résidents étrangers à haute revenu ont bénéficié d'allègements fiscaux, tandis que les travailleurs portugais ont payé l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Ceux qui sont arrivés avec des capitaux ont été récompensés, tandis que ceux qui gagnaient leur vie ont été ignorés. Il en résulte une architecture institutionnelle qui ne protège pas les plus faibles, mais les contraint plutôt à une concurrence inégale. Aujourd'hui, l'État agit tardivement et mal. Les mesures adoptées pour limiter les visas dorés sont intervenues après avoir déjà provoqué une distorsion irréversible du marché. Les restrictions imposées à Airbnb sont partielles et mal appliquées, et les promesses de construction de logements sociaux sont diluées dans des délais indéterminés. Il n'y a pas de plan clair, seulement des déclarations. Pendant ce temps, des milliers de Portugais continuent de faire leurs valises, non pas pour partir en vacances, mais pour quitter leur ville. Les villes portugaises sont toujours debout, leurs façades sont restaurées, leurs rues regorgent de vie, leurs terrasses sont bondées. Mais cette vitalité est trompeuse. Derrière l'agitation, un sentiment de perte grandit. Ce qui a été perdu, ce n'est pas seulement le logement abordable, mais le droit d'appartenir, de vieillir dans son quartier natal, de se construire un avenir sans avoir à s'exiler. Lisbonne n'est plus seulement Lisbonne, c'est une marque, une destination touristique, un actif financier, une promesse de rentabilité. Mais Lisbonne n'appartient plus à ses habitants. De même, Porto est devenu une carte postale qui vend de la nostalgie aux étrangers, tout en expulsant ceux qui y vivent. Le Portugal se présente comme une ville authentique, chaleureuse et accessible. Mais pour nombre de ses propres citoyens, elle est devenue inhabitable. Les processus qui ont conduit à cette situation ne sont pas propres au Portugal. Des villes comme Barcelone, Amsterdam et Berlin connaissent des tensions similaires. Mais le Portugal présente une particularité. Sa fragilité structurelle, son faible pouvoir d'achat et sa dépendance chronique à l'égard de l'étranger rendent l'impact plus profond, plus agressif et plus rapide. Lorsque le système s'effondre, il n'existe aucun amortisseur social pour amortir le choc. Pourtant, l'histoire n'est pas terminée. Des signes de résistance apparaissent, mouvements de quartier, plateformes citoyennes, débats parlementaires inexistants auparavant. La prise de conscience est là, et là où il y a prise de conscience, il y a une possibilité de changement. Mais ce changement ne se fera pas seul. Il nécessite des décisions courageuses, des politiques qui confrontent les intérêts dominants et une citoyenneté prête à défendre son droit à la vie, et non à la survie. Le Portugal n'est pas mort, mais il est à vendre. Et la question qui demeure est, sommes-nous prêts à payer le prix pour le récupérer? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. Vous me soutenez beaucoup. À la prochaine.